Bonjour, moi je travaille à Greenpeace comme juriste. Je suis en charge du contentieux, donc c'est-à-dire des dossiers qu'on peut soit déposer nous en attaque, c'est-à-dire on va déposer des recours, des plaintes, et on peut avoir aussi, c'est plus connu d'un point de vue historique pour Greenpeace, être nous-mêmes attaqués et donc être en défense. Et je m'occupe également de la gestion des risques de notre association. Je suis arrivée en 2015, donc ça fait pas très longtemps en fait que Greenpeace utilise le juridique comme levier au niveau interne, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de stratégie en interne à Greenpeace juridique offensive sur nos campagnes. Greenpeace travaille sur plusieurs grosses thématiques qu'on appelle des campagnes, donc les forêts, l'agriculture, les océans et l'énergie. Ensuite, vous avez différentes thématiques. Toutes ces thématiques sont évidemment liées à la question du changement climatique, mais on a plutôt pour habitude de travailler de façon sectorielle. Et sur chacun de ces sujets, on développe un certain nombre de tactiques. Donc parmi elles, vous avez la mobilisation des citoyens, donc on peut organiser des manifestations, des activités de sensibilisation à nos sujets. On fait du travail avec des chercheurs scientifiques, par exemple sur les hydrocarbures, où on a fait un travail sur un forage pétrolier au large du Brésil. Et on a également, ce qui est assez connu de Greenpeace, les actions non violentes, donc, qui sont des actions coup de poing. Et en fait, il y a environ 5 ans, on s'est dit qu'il fallait, au niveau national, en tout cas de Greenpeace, il y a eu une réflexion sur la nécessité de diversifier un peu ces tactiques dans une optique de les renforcer. Donc pour les diversifier, on a fait appel donc, à l'outil juridique, donc au fait de déposer justement des recours, de développer de l'expertise juridique en interne. On a aussi développé l'expertise financière, puisqu'on a également embauché quelqu'un qui est Florence, qui est une experte en finance, toujours dans cette optique de renforcer en fait notre stratégie sur nos sujets par rapport à nos objectifs qu'on se fixe en interne. C'est assez intéressant et en fait c'est assez essentiel qu'on puisse utiliser le droit et qu'on développe le droit à Greenpeace, puisqu'on travaille sur des sujets qui sont des sujets très propres à Greenpeace. Le nucléaire, il y a d'autres associations comme Réseau Sortir du nucléaire qui travaillent dessus, mais il n'y a quand même pas énormément d'associations qui travaillent sur ces sujets-là. Le bois illégal, c'est pareil. On a des sujets en fait où ça va souvent être des sujets transnationaux, et donc il y a un vrai intérêt à développer aussi du juridique sur ces sujets qui sont spécifiques. Et ce qu'on a souhaité faire aussi il y a 5 ans, c'est développer une approche un peu plus corporate, on dirait, c'est-à-dire d'utiliser un peu les armes entre guillemets de puissants, donc le juridique, le financier, et de réfléchir à des tactiques là où ça peut faire mal pour des entreprises. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un paradoxe, moi je trouvais, quand j'ai un peu regardé les associations qui utilisaient le droit. En fait, il n'y a pas beaucoup d'associations qui utilisent le droit comme levier d'action. Je parle des associations environnementales, hein, notamment des grosses associations qui ont la possibilité aussi d'avoir un développement en interne au niveau du juridique. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que de crier à l'injustice sur ces secteurs-là et de ne pas utiliser le droit du tout, on trouve là qu'il y a quelque chose en tout cas à tenter. Cela d'autant plus qu'en fait le droit de l'environnement en France, il est quand même principalement utilisé par les entreprises. Donc la réglementation, la façon dont elle a été faite, aussi parce que les entreprises ont des moyens de plaidoyer ou de lobby qui sont évidemment puissants en amont, donc au moment où la réglementation est conçue, donc de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de sanctions, pas trop de contrôles, etc. Voilà, le droit environnemental en France est principalement utilisé par les entreprises. La plupart des recours que vous avez, qui vont jusque devant le Conseil constitutionnel, sont principalement utilisés par les entreprises. Donc il y a aussi une volonté des associations de se réapproprier cet outil juridique qui est un peu délaissé en France du point de vue de l'intérêt général. Il y a clairement une nécessité pour les associations de démocratiser un petit peu cet outil, de le vulgariser, puisque c'est vrai que quand on parle de droit, on a l'impression tout de suite que ça va être compliqué, potentiellement cher, alors qu'en fait la plupart de nos recours, vous n'avez pas besoin forcément d'avocat et c'est pas forcément très complexe si vous avez un bon juriste. France Nature Environnement,
C'est une association qui a énormément développé et qui développe beaucoup de contentieux environnemental. C'est la principale association qui utilise le droit, qui fait du droit de l'environnement. Et en fait, ils ont une armée de juristes bénévoles qui rédigent eux-mêmes les recours, déposent les recours, etc. La ligne rouge dans l'utilisation du juridique dans une association, je pense comme Greenpeace ou d'autres, ça peut être de surtout ne pas utiliser, il faut éviter d'utiliser le juridique pour la communication. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours s'assurer d'avoir un seuil de solidité à minima d'un recours, avec des objectifs toujours juridiques. Même si on sait que c'est un dossier très compliqué et que l'objectif final, on ne va pas forcément l'obtenir, il faut avoir des sous-objectifs juridiques pour faire avancer le droit. Parce qu'en fait, l'utilisation du juridique dans des cadres associatifs, ça permet d'exercer un moyen de pression supplémentaire, puisque ça crée du débat public, etc. On l'a bien vu dans l'affaire du siècle. Et surtout, il faut aussi que ça puisse créer du droit. Bon, du droit, si possible, en faveur de l'intérêt général et de la protection de l'environnement. Et donc de pouvoir cranter très progressivement des victoires ou des demi-victoires au niveau juridique, sachant que c'est sur un temps long. Donc la limite aussi dans tout ça, quand on a développé le juridique à Greenpeace, c'est que c'est pas le même temps de campagne. C'est-à-dire qu'on va avoir une procédure, ça va être au minimum 2 ans pour un dossier au fond. Donc évidemment, c'est sur un temps long, mais en même temps, quand vous obtenez votre décision, elle est pérenne. Donc même si on change de gouvernement, que c'est une décision contre l'État, ou même si c'est une décision contre une entreprise, cette décision, elle est valable dans la durée, sous réserve de revirement de jurisprudence, ce genre de choses, mais en tout cas, c'est un levier, en principe périn, qu'on peut utiliser. Nous, on a obtenu quelques travaux en cours et obtenu notamment une décision qui est assez intéressante sur plusieurs secteurs. On a par exemple obtenu un revirement de jurisprudence sur le secteur du nucléaire, où en fait vous avez les décrets qui créent les centrales, des décrets d'autorisation de création de centrales nucléaires, et où en fait la jurisprudence était que les tiers ne pouvaient pas remettre en cause les décrets, je vous dis ça grosso modo, mais ne pouvaient pas remettre en cause ces décrets. Et on a obtenu une décision, alors qui n'a pas annulé effectivement le décret qu'on contestait, mais qui a opéré un revirement de jurisprudence en disant que les tiers pouvaient légitimement contester un décret qui crée une centrale si on pouvait mettre en exergue des problèmes de sûreté nucléaire, etc. Avec toute la difficulté dans ce secteur, comme d'autres, c'est que vous avez toujours l'administration ou une autorité de régulation qui vous dit que circuler, il n'y a rien à voir et qu'il n'y a pas de difficulté technique. Donc ça pose un réel ce tampon de l'administration ou d'une autorité de régulation pose des difficultés aux associations. Sur un autre secteur, sur le secteur de l'huile de palme, eh bien, on essaye de développer un axe de travail juridique dans le cadre d'un contentieux sur la MED au tribunal administratif de Marseille, où en fait, on demande l'annulation de l'arrêté qui a créé la bioraffinerie de Total, qui importe du coup jusqu'à 650 000 tonnes d'huile de palme par an, d'Indonésie, de Malaisie principalement. Et nous, ce qu'on exige, c'est, un des objectifs qu'on souhaiterait au niveau juridique, c'est que le juge administratif prenne en compte le fait que l'entreprise, elle doit évaluer son impact environnemental, pas seulement autour de l'usine, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe, mais quand vous avez un impact substantiel important à l'étranger, mais uniquement substantiel, parce que ça ne peut pas être tout type d'impact, eh bien, l'entreprise, elle devrait l'évaluer. Parce qu'aujourd'hui, en fait, elle dit que l'impact environnemental de son entreprise, c'est le périmètre autour de l'usine. Son impact climat, etc., ça n'inclut pas ce qui va se passer à l'étranger. Donc, pour ça, on travaille, par exemple, avec des professeurs et avec des avocats pour justement monter un argumentaire pour le juge administratif sur ce dossier. Ensuite, sur le climat, sur la question des recours climat, Greenpeace International travaille sur ces sujets-là depuis 2010. On a commencé à déposer les premiers recours en 2015, notamment un recours aux Philippines contre des entreprises pétrolières, qui est un recours devant une cour des droits de l'homme, et où une enquête est faite par la Cour des droits de l'homme des Philippines, qui en fait peut être saisie par des citoyens. Donc là, vous avez l'association Greenpeace, vous avez des citoyens qui ont également saisi la Cour. Et cette enquête est faite sur la contribution de ces entreprises pétrolières, dont l'entreprise Total, au réchauffement climatique.
Donc c'est un dossier qui est toujours en cours. Ensuite, dans le monde, on a lancé en Allemagne, en Californie, un certain nombre de recours. Ce sont des recours qui sont soit diligentés contre des entreprises, qui sont principalement des entreprises d'énergie fossile, soit on a des recours qui sont dirigés contre les États, donc pour inaction sur le changement climatique. En France, nos recours, ils ont tous un lien évidemment avec le climat, puisqu'on travaille sur des questions comme sur le bois illégal, où on attaque par exemple des forages pétroliers, ce genre de choses. Donc on fait des recours individuels. Et la nouveauté depuis la fin de l'année dernière, c'est on fait partie des requérants avec donc notre affaire à tous, Oxfam et la Fondation Nicolas Hulot, dans le dossier que vous connaissez sous le nom d'affaires du siècle. Donc ce dossier, il a deux particularités. C'est qu'il est très nouveau et il est très large. C'est-à-dire qu'il touche au changement climatique. Là, on n'est plus de façon sectorielle. Enfin, on est de façon sectorielle, mais on doit décliner tout un tas de secteurs dans le recours, comme l'efficacité énergétique, comme les transports, etc. Après, c'est pas insurmontable. C'est-à-dire que des dossiers nouveaux et très volumineux, le juge administratif, il a quand même l'habitude d'en traiter. Après, la thématique est finalement très nouvelle pour les juges. Là, ce recours, ce qu'on a constaté, c'est que clairement, l'effet direct que ça a eu, notamment grâce à la communication qu'il y a eu autour du recours et notamment le travail qui a été fait par des youtubeurs, il a fortement mobilisé. Donc il y a eu vraiment une grosse mobilisation citoyenne autour de ce recours. Ça, déjà, c'est positif, parce qu'en fait, aujourd'hui, la démocratie participative, même si c'est une participation qui est assez informelle, en fait, elle est en train d'être détruite progressivement par l'État, puisque on se dirige vers une suppression des enquêtes publiques, on va peut-être une suppression de la Commission nationale du débat public, etc. Donc tout ça est en train d'être détricoté. Et d'avoir du coup une mobilisation citoyenne autour de cette question du changement climatique et des gens qui s'expriment, c'est quelque chose de très positif. Au niveau de la solidité juridique du recours, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs objectifs. Il y a déjà un objectif qui est qu'on ait une décision du juge administratif qui nous dise que l'État a l'obligation de lutter contre le changement climatique. Comme ça peut paraître aller de soi, mais en fait, vous n'avez rien d'explicite dans les textes qui oblige l'État à agir. On le voit bien sur les débats sur la Constitution, puisqu'ils veulent insérer un texte qui dit que, qui favorise, que l'État doit favoriser en gros les actions, la lutte contre le changement climatique, mais en tout cas on voit qu'ils peinent à mettre le terme agir. Donc ça c'est un premier objectif que on tire en fait de textes qui eux sont contraignants, comme la Constitution, comme la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ça c'est tout à fait c'est plausible, mais il y a une démonstration qu'on fait avec un groupe d'avocats et de juristes. Et ensuite, il y a une seconde étape qui est celle des carences. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur un certain nombre de textes qui sont contraignants, notamment des directives sur différents secteurs, qui fixent des objectifs à atteindre pour la France, sur le secteur à nouveau des transports, de l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables, ce genre de choses. Et ce qu'on montre, alors c'est pas nous, vous avez l'IDRI, vous avez l'Observatoire Climat, où vous avez notamment le réseau Action Climat qui fait partie de cet observatoire, qui mettent en avant, avec des scientifiques, que les trajectoires en fait ne sont pas respectées, des trajectoires qui étaient censées être respectées. Donc on s'appuie en fait sur cette base scientifique pour montrer que en fait les objectifs fixés et imposés par les textes ne sont pas et ne seront pas remplis. Donc pour ne seront pas remplis, c'est évidemment compliqué, puisqu'il faut pouvoir montrer que en fait l'État, sauf à changer drastiquement de politique publique, en fait, il ne pourra pas parvenir à ses objectifs. Donc là, l'appréciation du juge sur le dossier, elle va être cruciale. Et la difficulté de ces dossiers-là, c'est qu'on touche à la politique publique. Donc, c'est-à-dire que le juge ne va pas dire précisément, il ne va pas se mettre à la place de l'État en disant précisément ce qu'il doit faire, sauf si on démontre qu'il n'y a que telle façon d'y parvenir. Ce qui est dans des politiques publiques quand même assez rarement le cas. En tout cas, on essaye de faire quand même cette démonstration. En autre difficulté, on le voit aux Pays-Bas, par exemple, vous avez eu cette affaire qui a beaucoup fait parler d'elle, qui est l'affaire Urgenda. L'objectif de Urgenda, c'était, le respect des 25%, de réduction des 25%, c'était pour janvier 2020. On est en décembre 2019. La décision de la Cour suprême, elle arrive en décembre 2019. On voit bien ce décalage aussi entre le temps, qui peut être un risque entre le temps judiciaire qui peut être long
et puis des objectifs en fait, qui peuvent être de court ou moyen terme. Et en janvier 2020, évidemment, la décision ne pourra pas être respectée. Et le gouvernement, même si en droit néerlandais, l'appel n'est pas suspensif des décisions, le gouvernement néerlandais a pris des mesurettes et a fait des effets d'annonce, mais il n'y a pas eu de mesures très concrètes qui ont été mises en place. En tout cas, il y a une espèce de mépris de la décision qui a été prise par la juridiction. Donc ces recours sur le climat, il y a deux intérêts, il y a deux autres points. C'est que ce qu'il faut aussi, c'est que cette thématique, non seulement les citoyens se l'approprient et se mobilisent autour de ce sujet. Donc ça c'est un premier point. Avant, évidemment, il y a évidemment le point juridique. Et après, il y a aussi la question des élus et des députés qui doivent se saisir en fait de ces sujets-là. C'est-à-dire que c'est pas non plus, ils relèvent pas non plus que de la société civile le devoir d'agir sur ces thématiques. C'est pas normal. Donc les élus doivent s'emparer de ces thématiques-là. Et ensuite, il y a un tout dernier point, j'aurais terminé, c'est que quand on a travaillé sur ce dossier, on a eu beaucoup de mal au début parce que tout était très opaque. C'est-à-dire que l'État ne communique pas, ne fait pas de suivi. En tout cas, c'est pas suffisant sur qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas au niveau du changement climatique. Donc à partir de là, donc, vous avez tout un tas d'engagements au niveau international, au niveau européen et au niveau national. Mais en fait, il n'y a aucune instance indépendante avec des moyens qui contrôle ce que fait l'État. Et l'État, pour l'instant, en tout cas, ne fait très peu, quasiment pas d'évaluation et ne s'autocontrôle évidemment très peu. Donc ça, c'est un problème. Et ce qu'il faudrait à l'avenir, c'est d'avoir une instance, ça peut être le Conseil économique et social, dont il faudrait changer le mode de désignation des membres pour qu'il ait plus d'indépendance. Mais en tout cas, qu'il y ait un contrôle de ce que fait ou pas l'État.